Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui l'anémie ferriprive. On va suivre ce plan. Donc on commence avec une définition, quelques, on va dire un mot sur l'épidémiologie. Le chapitre le plus important, c'est le rappel physiologique et physiopathologique. Ensuite, quand on comprend bien la physiologie et la physiopathologie, on va aller rapidement sur le diagnostic positif, ça va être facile. Les signes cliniques, les signes biologiques, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique et le traitement. On va finir avec un cas clinique. On va donc pour la définition, l'anémie par carence en fer ou anémie fériprive. Fériprive, c'est une diminution du fer indispensable à l'hémoglobinosynthèse, parce que le fer intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. Donc, quand il y a une diminution du fer, il y aura une anémie qui est due à un épuisement des réserves en fer. L'anémie, elle est microcytaire hypochrome. C'est quoi microcytaire? Donc l'anémie par définition, c'est le taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 12 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme enceinte. Microcytaire, c'est-à-dire la taille de globules rouges est diminuée. Donc un volume globulaire moyen, il est inférieur à 80. Et on va voir pourquoi elle est microcytaire dans l'anémie fériprive. L'hypochromie, parce qu'il n'y a pas assez d'hémoglobine, donc il y a une diminution de la concentration d'hémoglobine, donc un CCMH qui est bas. Et sur le frottis, c'est une anomalie, et on a vu que l'hypochromie sur le frottis, ça signifie une anomalie de couleur. Donc voilà, elle est bien sûr corrigée par l'apport de fer. Pour l'épidémiologie, l'anémie fériprive, c'est la première cause d'anémie dans le monde. Elle est très répandue dans le monde. Elle est plus fréquente chez la femme en activité génitale, la femme enceinte et chez le nourrisson, généralement les organismes en expansion. On va directement entamer le chapitre le plus important, c'est la physiologie, le rappel physiologique et physiopathologique. Là, c'est le schéma de l'hématopoïèse. Un petit rappel, la cellule souche, c'est au niveau de la moelle. Cellule souche pluripotente qui va donner des progéniteurs lymphoïdes et myéloïdes. Qui dit myéloïdes dit que on a les érythroblastes, les mégakaryocytes, les granuleux neutrophiles, les granuleux eosinophiles et les granuleux basophiles et les monocytes. Voilà les monocytes. D'accord? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lignée érythroblastique. Pourquoi j'ai mis ce schéma? Pour vous montrer que toutes ces étapes, donc la maturation, la prolifération, l'engagement dans une lignée, ça nécessite des facteurs. On appelle ça, c'est des facteurs hématopoïétiques de la croissance. Donc, c'est les facteurs de hématopoïétique. Donc, voilà. Dans la lignée érythroblastique, on a besoin également de facteurs. Ça, les facteurs sont communs, donc l'IL3, GM-CSF, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le plus important comme facteur de la lignée érythroblastique, c'est l'érythropoïétine. Il y a d'autres facteurs qu'on va en parler après. Donc là, on a, on a la cellule souche qui va donner des progéniteurs. Les progéniteurs vont s'engager dans une lignée érythroblastique qui va donner des précurseurs qui sont morphologiquement identifiables, qui vont donner des globules rouges. Et tout ça, c'est au niveau de la moelle. Au microscope, on a dit que ces deux compartiments ne sont pas identifiés au microscope optique. Donc ça, c'est les précurseurs. On arrive à les identifier au microscope optique. Quand on regarde la moelle, on a ces différentes cellules. Donc la première phase, c'est le proérythroblast, ensuite l'érythroblast basophile, l'érythroblast polychromatophile, ensuite l'acidophile, ensuite le réticulocyte, ensuite maturation et globules rouges. Donc, le proérythroblast, c'est la première cellule. D'accord? Plus la cellule elle est jeune, plus elle est grande et elle est bleue. Le cytoplasme il est bleu. Il y a de l'activité de l'ARN. Donc, il y a de l'ARN. Et le noyau il est grand
et la chromatine, elle est fine, et il y a un nucléole. Plus la cellule, elle subit une maturation et une division, donc elle diminue de taille, le noyau il diminue de taille, il devient plus mature, et le cytoplasme vire vers l'acidophilie, c'est-à-dire il est bleu, ensuite puisqu'on a dit la coloration rosée, c'est l'hémoglobine qui va donner cette la couleur rose. Donc c'est là où commence la synthèse de l'hémoglobine. Elle commence au niveau des érythroplasts basophiles, elle se termine au niveau des réticulocytes. Donc c'est pour ça que le cytoplasme vire vers l'acidophilie. D'accord? Donc, ensuite, la diminution de la taille de la cellule, le noyau, il va être expulsé et donner réticulocyte. On a vu que le réticulocyte, c'est l'étape entre l'acidophile et globule rouge mature. Donc, quand il perd le noyau, il donne une cellule, c'est le globule rouge, plus grande taille que le globule rouge mature, avec des restes d'ADN à l'intérieur qu'on peut les mettre en évidence par la coloration de bleu grésil brillant. Ça, c'est un rappel de la première séance. Ensuite, ces réticulocytes ils vont quitter la moelle pour gagner du sang et au bout de 24-48 heures, ils vont subir une maturation et devenir des globules rouges fonctionnels. D'accord? Donc voilà les différentes étapes. Et ces étapes, ils ont besoin. Donc cette maturation, cette division, tout ce processus a besoin. On a vu le facteur le plus important intrinsèque, c'est l'érythropoïétine. C'est une protéine qui stimule l'érythropoïèse. Elle est synthétisée par le rein. C'est pour ça, en cas d'insuffisance rénale, on a une anémie. Parce qu'il y a une diminution de la synthèse de l'érythropoïétine. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres facteurs moins importants, c'est les hormones thyroïdiennes, l'insuline, cortisone. Mais en cas, par exemple, d'hypothyroïdie, on a une anémie parce qu'il n'y a pas des facteurs qui vont stimuler l'érythropoïèse, etc. Il y a des facteurs extrinsèques. Il y a des facteurs qui vont intervenir dans la synthèse de l'ADN et la division cellulaire. C'est les deux facteurs antipernicieux, c'est la vitamine B12 et la vitamine B9. Et ça sera notre présentation prochaine séance. Et le fer qui intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. On va voir comment. Donc, il est très important pour la synthèse de l'hémoglobine. Il y a d'autres facteurs moins importants que, mais ils sont indispensables. B6, B2, le vitamine E, les acides aminés pour la synthèse de l'hémoglobine, etc. Les plus importants, les facteurs extrinsèques, ce qui nous intéresse, c'est la vitamine B12, acide folique et le fer. Vitamine B12 et 9 vont faire l'objet d'une autre présentation et le fer, c'est notre présentation d'aujourd'hui. Donc, le fer, c'est la synthèse de l'hémoglobine qui commence au niveau de l'érythroplaste basophile jusqu'à réticulocyte. C'est quoi le rôle du fer? Le rôle du fer principal, c'est le transport de l'oxygène. Comment? Il intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est formée de deux parties. Des chaînes de globine, il y a quatre chaînes, de alpha, de bêta. Donc deux chaînes similaires, donc quatre chaînes. Et il y a de l'hème. Dans chaque globine, il y a une molécule de l'hème qui est fixée sur la chaîne de globine. Il y a de l'hème qui est fixée sur la chaîne de globine. L'hème, elle est formée par la protoporphyrine, je ne vais pas rentrer dans les détails de la protoporphyrine, et une molécule de fer qui est à l'état, donc c'est le fer ferreux, Fe plus 2. D'accord. Donc le fer, il a une liaison qui va permettre de fixer l'oxygène. Donc c'est ça le rôle du fer dans l'érythropoïèse. Il a d'autres rôles, on va pas donc, il intervient dans des réactions de transfert d'électrons, la synthèse d'ADN, la fixation d'azote, etc. On va monoxyde d'azote. On ne va pas rentrer dans les détails de synthèse de l'hémoglobine. Donc, les plus importants, c'est la synthèse de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, et il y a quatre chaînes qui vont s'amarrer et après rassemblage, ça donne le tétramère de l'hémoglobine. Voilà. Donc, on a vu il sert à quoi le fer. Donc, si on va coller l'hémoglobine à la
à l'érythropoïèse. Donc, on a dit que l'hémoglobine, elle commence à être synthétisée au niveau de l'érythroblast basophile. Elle se poursuit jusqu'au réticulocyte. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Donc, il y a des phénomènes d'amplification, c'est-à-dire de division, c'est les mitoses, et de maturation. C'est quoi la maturation des rétroblastes? C'est la synthèse de l'hémoglobine. C'est ça le point le plus important. Et la synthèse de l'hémoglobine, elle se fait de l'érythroblaste basophile à l'acidophile. Donc, quand on dit amplification, donc division, on a dit que le proérythroblaste, il est de grande taille. Ensuite, il diminue de taille. Donc, le VGM, il diminue. Logique. Plus il y a des mitoses, plus le VGM, il diminue. Très bien. TCMH, c'est la teneur en hémoglobine. Donc, plus donc, il n'y a pas d'hémoglobine dans les proérythroblastes. Ensuite, la synthèse, elle commence au niveau de l'érythroplaste basophile. Ensuite, elle augmente la synthèse de l'hémoglobine jusqu'à ce que le globule rouge soit saturé en hémoglobine. D'accord? Donc, voilà. Il y a, ce qu'il faut comprendre, il y a une liaison étroite entre la division cellulaire et la synthèse de l'hémoglobine. Quand la synthèse de l'hémoglobine arrive à sa fin, donc le globule rouge, c'est bon, il est saturé en hémoglobine, il donne un signal ou un feedback négatif au noyau. Il va lui dire arrête les divisions cellulaires. Donc, les mitoses vont s'arrêter. Et ça va donner un globule rouge qui est bien saturé en hémoglobine, donc c'est CMH A32, et qui a une taille de 80, généralement 80 à 100. Donc, une moyenne à 90. Donc, c'est ça la normocytose, la normochromie. Donc, ça, c'est très important à connaître. Mais quand on a un problème de fer, donc il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine, donc le globule rouge n'est pas saturé comme d'habitude à un temps précis. Donc, il n'y aura pas le signal, et tant qu'il n'y aura pas de signal, donc les mitoses vont se poursuivre. Donc il y a augmentation de nombre de mitoses. C'est pour ça on aura la microcytose. On aura des globules rouges inférieurs à 80 femtolitres, donc volume moyen inférieur à 80, donc une microcytose. Donc il y a plus de mitoses parce qu'il n'y a pas de signal négatif. Les globules rouges ne sont pas saturés en hémoglobine, donc il n'y a pas de signal négatif. Donc c'est pour ça qu'il y a la microcytose, il y a l'hypochromie parce qu'ils ne sont pas assez saturés en hémoglobine. Donc, il faut comprendre ça. Quand on comprend ça, ça va être facile. Donc, c'est pour ça qu'on a une anémie microcytaire hypochrome. Donc, diminution de l'apport, diminution de la synthèse d'hémoglobine, on aura l'hypochromie et augmentation du nombre de mitoses parce qu'il n'y a pas le signal qui va arrêter les mitoses. Donc, et on aura une microcytose, donc une anémie qui est d'origine centrale parce qu'il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine. Donc, il y a un problème au niveau de la moelle. Il n'y a pas du fer pour l'érythropoïèse, donc c'est un problème. C'est pour ça que l'anémie, elle est arégénérative. Le problème, il est central. Il n'y a pas du fer au niveau de la moelle. D'accord? Donc, voilà pour expliquer c'est quoi anémie microcytaire et pourquoi. On revient au fer et on va parler. Un autre point, l'érythropoïèse, la durée, elle est de 7 à 14 jours. On va voir pourquoi j'ai précisé la durée. Ensuite, on va parler du fer, donc le métabolisme du fer, parce que c'est qui est responsable de l'anémie. On va détailler un petit peu le métabolisme. Le fer dans l'organisme, il est de 3 à 5 grammes. Ça, c'est à retenir. Ce qu'on vient de dire, c'est pour comprendre la physiologie, mais là, c'est à retenir. L'organisme contient 3 à 5 grammes de fer métal. Il est réparti en deux. C'est le non héminique. Héminique, c'est-à-dire de l'hémoglobine, dans l'hème, donc ce qui est en hémoglobine, en myoglobine, et non héminique, ce qui est en réserve, donc c'est la ferritine, hémosidérine, donc généralement pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit fer ferreux, fer plus 2, donc pour qu'il transporte le fer, et en réserve, et pour qu'il soit transporté dans le sang, il faut qu'il soit fer ferrique, donc Fe plus 3 oxydé. Donc voilà. On a 3 à 5 grammes, non héminique, 70% est sous forme d'hémoglobine, donc elle est utilisée 70% et 30% elle est stockée sous forme de réserve, sous forme de ferritine et hémosidérine. Il faut se rappeler de la ferritine.
Donc, le métabolisme de fer, là, c'est un tableau également à retenir. Donc, quelles sont les sources? C'est très important pour notre interrogatoire. Donc, les sources du fer, on retrouve du fer dans la viande, le poisson, jaune d'œuf, dans le foie, lentilles, légumes secs, donc protéines animales. Et les produits laitiers et farineux sont peu riches en, en fer. Régime alimentaire, donc pour subvenir aux besoins du corps, on doit apporter au minimum quotidiennement 10 à 15 mg, malgré que les besoins sont de 1 à 2 mg par jour. Les besoins quotidiens, il faut faire différence entre besoins et l'apport quotidien. Les besoins, c'est ce que le corps a besoin. Donc, il a besoin de 1 à 2 mg par jour chez l'adulte, 2 à 4 chez la femme en activité génitale et la femme enceinte 6 mg. Donc les besoins augmentent en cas d'organisme en expansion. Pourquoi l'apport est de 10 à 15 mg? Parce que l'absorption, elle n'est que de 10%. Si on apporte 10 à 15 mg, l'absorption est de 10%. Donc on apporte les besoins de 1 à 2 mg, c'est facile. L'absorption, elle se fait essentiellement au niveau du duodénum et la première once diogénale. Pour se rappeler, donc, il y a le fer et le B9 au niveau des duodénums première once et le B12 au niveau des lions distales. Il faut retenir ça. Donc, l'absorption duodénum est première once diogénale avec seuil d'absorption de 10%, on vient de le dire. Il y a des facteurs qui influencent l'absorption, c'est-à-dire la vitamine C augmente l'absorption, je vous donne un exemple, et le T diminue l'absorption. Donc c'est pour ça, quand on traite notre patient, on lui demande de prendre la vitamine C et d'éviter de prendre le T. Voilà. Le transport du fer, le fer pour qu'il circule, donc il est absorbé au niveau de l'entérocyte, il va circuler dans le sang. Mais qui va prendre le fer vers la moelle, vers le foie? C'est la transférine, c'est le transporteur. C'est la transférine, il est saturé à 30%. La transférine, c'est une protéine qui permet le transport du fer à l'intérieur de l'organisme, au niveau du sang. Et les réserves, il y a une autre protéine, donc les réserves, il est stocké le fer essentiellement au niveau du foie et au niveau de la rate. Et sous forme de protéines, donc qu'il va stocker, c'est la ferritine. Et il y a la forme, une autre forme, c'est l'hémocédérine. Mais il faut se rappeler surtout de la ferritine. D'accord? 30% stocké sous forme de ferritine et hémocédérine. Le reflet des réserves, on se base sur la ferritine. C'est au niveau du foie et au niveau de la rate. Les pertes, c'est de 1 mg, comme les besoins, de 1 mg chez l'homme, 1 à 2 mg chez la femme. Les pertes sont augmentées dans le sang. Plus le patient ou la patiente saigne, plus il perd du fer. Parce que, par exemple, le culoglobulin pour la transfusion, il contient 200 mg de fer. Donc le sang contient du fer. Donc voilà, ça, ce tableau, il est à retenir. Mais vous remarquez quelque chose, que le besoin égale aux pertes. C'est pour ça on dit que le cycle du fer il obéit à un circuit fermé, c'est-à-dire que le fer dans l'organisme est continuellement recyclé entre les sites d'absorption qui est le duodénum, le site d'utilisation qui est la moelle et le site de réserve et stockage qui est le foie. Donc le fer arrive, il est dégradé est dégradé et séparé des protéines animales. Ensuite, il arrive au niveau du duodénum, il est absorbé. Donc, la vitamine C augmente le T diminue. Donc, il est absorbé et 10% il n'y a que 10% qui est absorbé. Au niveau de l'entérocyte, on ne va pas rentrer dans les détails. Elle traverse l'entérocyte, il gagne le sang. Au niveau du sang, c'est la transférine, le transporteur. Taxi, c'est la transférine. Donc, elle est saturée à 30%. D'accord? Quand il y a du fer, elle est saturée. Quand il n'y a pas du fer, elle est libre. Donc la capacité de saturation, elle augmente. S'il y a du fer qui est lié, donc la capacité de fixation, elle est diminuée. C'est logique. Donc il est transporté le fer vers le site le plus important d'utilisation, c'est la moelle pour l'érythropoïèse. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Ensuite, globule rouge, après 120 jours, c'est bon. Il arrive à sa fin.
il est plus fonctionnel, il y aura une destruction au niveau du système réticulo-endothélial. Il y a la rate, la moelle et le foie, c'est les cimetières, surtout la rate. Donc, au niveau du macrophage, il y a une destruction. On a dit qu'il y a de l'hémoglobine. Il y a de l'hémoglobine. Les globines, ils vont organiser le sang, ils vont être réutilisés, c'est des acides aminés. L'hémoglobine va être scindée en deux. Il y a l'hème qui va être dégradé et donné de protoporphyrine, ensuite de la bilirubine. On va voir ça en détail dans l'hémolyse. Et il y a le fer. Ce fer, il va être libéré, donc il va être libéré dans le sang, il va être réutilisé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a bien un circuit fermé avec un équilibre entre l'absorption, l'utilisation et le stockage. C'est pour ça les besoins, les besoins sont de 1 mg et les pertes sont de 1 mg. Schématiquement, c'est ça. L'apport 10 à 20 mg absorbe que 10% au niveau du thiothénome. La transférine qui transporte utilisée 70%, 60 à 70% au niveau des globules rouges et au niveau de la moelle pour les globules rouges, l'hémoglobinocytèse. Après, il y a une destruction et libération du fer. Il y a une partie qui est stockée et une partie qui est réutilisée. Donc, les réserves sont sous forme de ferritine hémosidérine. Ferritine, elle est facilement mobilisable et hémosidérine plus ou moins. Donc, la ferritine au niveau du foie et au niveau de la rate. L'élimination, elle est de 1 mg. Ça, c'est à retenir. Le métabolisme du fer, c'est à retenir, ce tableau. Donc, et ce schéma également. Donc, voilà. On a parlé mécanisme physiopathologique, le métabolisme du fer. Et il y a le troisième chose. Si, donc à l'état normal, le cycle il est fermé. S'il y a une rupture de ce cycle, c'est-à-dire il y a diminution de l'apport, augmentation des besoins, une anomalie au niveau de l'absorption, il n'est pas absorbé, il y a une malabsorption, il y a une diarrhée, je ne sais pas, il y a un problème de l'absorption, donc ce n'est pas les 10%. Par exemple, une femme, elle n'a pas besoin que de 1 mg, la femme enceinte, de 6 mg, donc une alimentation de 10 à 20 mg, ça ne va pas suffire. Voilà, donc là, il y a un problème d'utilisation, donc il y a par exemple une élimination, augmentation d'élimination, un saignement abondant. Voilà, donc ça, on parle de rupture du cycle fermé du métabolisme du fer. Et ça représente les causes de l'anémie fériprive. Parce que l'anémie fériprive, c'est un signe. D'accord? On a l'anémie fériprive, on pose le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher l'étiologie et il faut fermer la brèche. Sinon, si on traite l'anémie sans traiter l'étiologie, ça va servir à rien. Donc, il faut fermer la brèche, il faut rechercher l'étiologie et traiter l'étiologie. Et les étiologies, principales étiologies, ils sont dues à la rupture du cycle fermé du métabolisme du fer, soit augmentation physiologique du besoin, donc les organismes en expansion, comme la croissance et la grossesse, les pertes excessives en cas d'hémorragie chronique, les malabsorptions, l'atrophies muqueuse et diminution de temps de contact, les 10%, il n'y aura pas des 10%. Et la carence d'apport. Donc voilà, en cas de rupture, c'est les différentes étiologies. Donc, quelles sont les conséquences en cas de carence en fer? On a vu sur les l'érythropoïèse, augmentation de l'érythropoïétine, elle va essayer de compenser, mais il n'y a pas de fer. C'est un problème central, c'est pour ça qu'il n'y a pas de régénération. Et il y a augmentation du métose. Donc la microcytose, les globules rouges ne sont pas bien chargés en hémoglobine, donc ça donne de l'hypochromie. Et on a dit qu'il a d'autres rôles, le fer. Il intervient sur les cellules en renouvellement rapide, il intervient dans la synthèse ATN également, un degré moins important, bien sûr. Réaction de transfert d'électrons, fixation. Donc, il intervient dans le centre de l'appétit également. Donc, c'est pour ça qu'il y a des signes associés. D'accord? Parmi ces signes, c'est il va agir sur les tissus à renouvellement rapide. Donc, on a un retentissement sur les muqueuses, sur les cheveux, sur les fanères. Donc, on aura une atrophie des muqueuses, une atteinte des fanères. On va voir en détail ça en clinique. Donc, schématiquement, on a atteinte de l'érythropoïèse et atteinte des tissus à renouvellement rapide. Donc, on a la microcytose, l'hypochromie, l'anémie et la régénération. Et en même temps, on a une atteinte des tissus à renouvellement rapide. Donc, sur ça, il y a un autre point
qu'on doit le détailler, c'est les étapes d'installation de l'anémie fériprive. Comment? Donc, l'anémie fériprive, elle va s'installer progressivement. D'accord? Elle va s'installer progressivement. C'est pour ça, l'anémie, elle est d'évolution chronique. Et le corps, il va s'adapter à cette anémie. C'est pour ça qu'on a l'anémie qui est très bien tolérée. Parfois, ça nous arrive de recevoir des patients à 6 grammes d'hémoglobine, à 5 grammes pour anémie fériprive, et ils tolèrent très très bien leur anémie. On donne du traitement, même pas, on transfuse même pas. Donc on donne du fer et ça rentre dans l'eau. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc il y a plusieurs étapes et va suivre des étapes parce qu'il y a les réserves. C'est pour ça l'installation, elle est insidieuse, elle est progressive. Donc, première étape, c'est la diminution progressive des réserves jusqu'à épuisement des réserves. Parce que il consomme du fer, mais il va consommer des réserves. Voilà. Ensuite, quand il n'y a plus de réserves, il y a le fer sérique circulant qui va être consommé. Et qui dit il n'y a plus de fer circulant, le transporteur, la transférine, elle va être libre. Donc, elle est libre. Donc, sa capacité de fixer le fer, elle augmente parce qu'elle est libre. Si elle est saturée, donc la capacité diminue. Donc, elle est saturée. C'est bon, elle n'a plus besoin de. Taxi n'a plus besoin de clients. Donc, la capacité de fixation, elle diminue. Mais s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de fer, les taxis sont libres. Donc, c'est-à-dire la capacité de fixation augmente. Voilà, c'est très important cet élément. Donc, les ferritines, ça signe c'est le reflet exact des réserves. Le fer sérique, c'est le circulant. Et la capacité de fixation de la transférine. Et il y a le coefficient de saturation qui est le fer sérique divisé par le TIBC. Puisque le fer sérique il est bas et sur TIBC qui augmente, donc le coefficient de saturation elle va diminuer logiquement. C'est une règle mathématique, donc logiquement on a coefficient de saturation qui est bas. Quand il y a tous ces paramètres qui vont diminuer, donc les réserves diminuent, le fer serré, c'est bon, il est consommé, donc on aura l'installation, donc diminution augmentation des mitoses, diminution de CCMH parce qu'il y a diminution de la synthèse d'hémoglobine, ensuite l'installation de l'anémie et le taux d'hémoglobine qui est bas. En résumant ça en 3 étapes, donc il y a l'étape prélatente, là également ces 3 étapes, il faut les retenir. Donc, il y a l'étape prélatente, l'étape latente, l'étape patente. L'étape prélatente, c'est les réserves qui sont diminuées. Ensuite, l'étape latente, c'est épuisement total des réserves et diminution du fer sérique. Et augmentation de TIBC, diminution de coefficient de saturation. La phase patente, il n'y a plus de réserves, il n'y a plus de fer circulant, et il y a l'installation de l'anémie, installation d'abord de la microcytose d'hypochromie, ensuite l'anémie. À un stade avancé, il y a trouble des fanères et des muqueuses. Donc, voilà les 3 étapes. Donc, le métabolisme et les étapes, c'est à retenir. C'est bon, là, ça va être facile pour l'examen clinique. Donc, on va aller rapidement sur ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler dans les questions pathologiques, quand le patient il vient, donc il y a un motif de consultation, ce qu'on appelle les circonstances de découverte. Ensuite, il y a un interrogatoire qui doit être minutieux. Le début, vous avez vu ça en sémiologie, il faut préciser le début, l'évolution chronique ou aiguë, les signes accompagnateurs, les signes d'orientation, d'accord. Ensuite, il y a l'examen clinique. Dans l'examen clinique, il y a les signes fonctionnels, c'est le patient ce qu'il va rapporter, donc c'est subjectif. Et le signe physique, c'est le médecin ce qu'il va chercher. Donc ça. Pour les circonstances découvertes, ensuite on a les examens biologiques d'orientation et de confirmation. Là, on va commencer avec les circonstances découvertes. Il y a une anémie fériprive. Pourquoi le patient vient consulter? Soit parce qu'il est asthénique, donc c'est des signes d'anémie, soit il y a des signes de sidéropénie, par exemple il y a chute de cheveux, etc. Ça, première. Il y a les signes d'appel de pathologie sous-jacente parce que la femme, elle saigne trop. Logiquement, elle est pâle, elle est asthénique parce qu'il y a l'anémie. Il est dû à un saignement et à la longue, puisque le saignement persiste, il y a la carence en fer. Donc voilà les signes d'appel liés. Il y a ou bien découverte fortuite, puisque parfois elle est bien tolérée l'anémie. Donc euh,
son travail, ils font des bilans systématiques et ils découvrent qu'il y a une anémie. Ou bien une femme enceinte, premier trimestre, il y a un bilan qui est systématiquement demandé, on trouve une anémie fébrive. Donc, le tableau clinique, il y a deux chapitres. Il y a le syndrome anémique et les signes de la sidéropénie, on a dit le retentissement sur les muqueuses. Voilà. Les signes syndrome anémique, donc la tolérance généralement dépend de l'âge et dépend de l'état vasculaire. Généralement, elle est bien tolérée. Le patient, il vient et se plaint de syndrome anémique qui consiste, c'est quoi les signes de l'anémie? C'est l'asthénie, c'est la dyspnée, c'est un état de désoxygénation, c'est un état d'hypoxie. Donc, il y a une désoxygénation des tissus. Donc, il y a de la fatigue, il y a de l'asthénie, le cœur, il essaye de compenser, donc on aura des palpitations, de la tachycardie, dyspnée d'effort, diminution de l'activité physique quotidienne, d'accord? Donc, ça, les signes d'anémie, c'est la fatigue essentiellement. On examine notre patient. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Donc, le signe de l'anémie, c'est la pâleur. Il est pâle. Donc, il est blanc. Donc, il est pâle. Il est pâle. Donc, il est pâle. C'est la pâleur cutanéo-muqueuse parce que les tissus ne sont pas bien oxygénés. Il n'y a pas de l'hémoglobine. Donc, pâleur cutanéo-muqueuse. Il faut rechercher les signes de tolérance. D'accord? Est-ce qu'il y a un souffle systolique, en cas d'anémie, soit fonctionnelle, d'accord, au foyer mitral ou bien au foyer cardiaque, d'accord. Il faut rechercher les signes d'intolérance, la tachycardie, on prend les constantes hémodynamiques, l'hypertension, la tachycardie, l'hypotension, etc. On recherche les signes d'intolérance. Parfois, on a une splénomégalie. Et on recherche les signes associés, qui sont les signes de sidéropénie, qui vont nous orienter. Là, on est devant une anémie. Mais il y a des signes qui vont nous orienter vers une anémie fébrive. Quels sont ces éléments? Donc, il y a une fragilité, il y a des signes de sidéropénie qui sont les troubles de Fanner, des ongles cassants, mous, concaves, c'est la kaolonishi. Donc, ou bien cheveux secs et cassants. Généralement, les jeunes femmes se plaignent de chute de cheveux, par exemple. L'atteinte des muqueuses, une peau sèche, des perlèches commissurales, une glossite, inflammation de la langue. Il y a une atrophie, donc une langue dépapillée, oesophagite. Donc, il y a un trouble du comportement parce que le fer intervient dans le centre de l'appétit. Donc, on aura une anorexie, un PK syndrome, donc trouble de l'appétit. Donc, c'est un stade ultime, donc stade très avancé. Retard de croissance, c'est vraiment chez le nourrisson qui n'est pas supplémenté, il n'est pas dépisté anémie, il traîne son anémie 2 ans, 3 ans. Donc là, bien sûr, les tissus ne sont pas bien oxygénés. Pour la croissance, on a besoin d'oxygène. Donc on aura retard de croissance, mais vraiment un stade très avancé. Ça, c'est des exemples de les commissures, les troubles des fanères, la kaolonishi, les ongles cassants, concaves, etc. Ensuite, on a les examens d'orientation. Le premier examen à demander, c'est l'hémogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On interprète notre hémogramme. Donc, taux de globules blancs, il est normal. Taux de plaquettes, il est normal. On a une anémie. Taux d'hémoglobine inférieur à 12 ou bien à 13 ou bien à 10,5 chez la femme enceinte. Avec une microcytose, on a expliqué pourquoi la microcytose. Hypochromie CMH inférieur à 32, on a expliqué le pourquoi. Et A régénératif parce que l'origine est décentrale. Il n'y a pas de fer pour synthétiser l'hémoglobine. Donc la moelle, elle va pas produire de... donc le problème est au niveau médulaire. Donc le taux de réticulocyte est à 120 000. Vous voyez une légère thrombocytose. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand il y a l'anémie, le corps il va essayer de compenser. Donc il va stimuler l'hématopoïèse. Et l'hématopoïèse, il n'y a pas que les rétropoïèses. Il y a les plaquettes, il y a les globules blancs, il y a les lymphocytes, etc. Donc il n'y a pas que la lignée érythroplastique qui va être boostée. Donc l'érythropoïétine, elle va augmenter. L'érythropoïétine, elle a un effet sur la lignée mégacariocytaire. Elle va augmenter légèrement euh, il y a une augmentation légère, donc c'est pour ça qu'il y a une stimulation totale de l'hématopoïèse, c'est pour ça qu'il y a une légère augmentation des plaquettes. On appelle ça la thrombocytose d'entraînement. Au niveau du frottis, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va confirmer les données hématométriques. Donc, on aura les microcytoses. Donc, on aura les globules rouges de petite taille. Voilà. On aura le problème de coloration, donc les annulocytes, donc l'hypochromie.
Voilà, donc microcytose, on a l'hypochromie, donc ça confirme les données hématométriques. On demande un bilan, ça c'est des éléments d'orientation. On demande un bilan martial. Le bilan martial, c'est le fer serré qui est bas, TIPC élevé, coefficient de saturation basse et ferritine effondrée. On a expliqué tout ça dans le métabolisme. Le test, si on n'a pas les moyens de faire les tests thérapeutiques, qu'est-ce qu'on doit faire? Un test thérapeutique. Je vous ai dit que l'érythropoïèse, la durée de l'érythropoïèse, c'est entre 7 et 14 jours. Donc voilà, on arrive. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner du fer à dose thérapeutique. Il faut se rappeler de ça. Ça, c'est à retenir. À dose thérapeutique, c'est-à-dire 2 à 3 mg, parce que l'absorption, elle est de 10% seulement. Donc 2 à 3 mg par kilo. On va faire des taux de réticulocytes. D'abord, elle est arégénérative. Au bout de 7-14 jours, donc l'érythropoïèse, elle va se produire. On a donné du fer. Donc c'est bon. Normalement, on va lever le problème central. Donc qu'est-ce qu'il y aura? Une production massive des érythrocytes. Donc il y aura une crise réticulocytaire. Donc à partir du 7e, 14e jour, on aura un taux de réticulocytes qui est supérieur à 100 ml. Et comme ça, on dit que notre test thérapeutique est positif. Donc effectivement, on confirme la carence en fer. D'accord? Ou bien il y a un autre moyen dans la surveillance, c'est on administre du fer, si on n'a pas d'autres éthiques, etc. Le fer, normalement, on corrige la moitié du déficit au bout de 21 jours. Ça, c'est calculé. Donc, au bout de 21 jours, on calcule la moitié du déficit. Je vais vous donner un exemple. On a un patient qui arrive à 7 grammes. Une patiente qui arrive à 7 grammes. Normalement, elle est à 12. Donc, le déficit, il est de 5. Donc, normalement, au bout de 21 jours, si on contrôle l'hémoglobine et on a bien donné notre traitement, normalement, l'hémoglobine, elle est à 9,5. Voilà. Ça, c'est des astuces pour la surveillance et le contrôle, etc. Donc, au total, on a évoqué le syndrome anémique. Il y a des signes d'orientation de sidéropénie. Biologiquement, c'est une anémie microcytaire hypochrome. Donc, il y a des signes qui sont confirmés au niveau du produit sanguin. Je dois confirmer par un bilan martial. S'il n'y a pas de bilan martial, on fait un test thérapeutique. Donc, c'est ça la démarche diagnostique. Le problème qui se pose, il y a d'autres cas d'anémie microcytaire hypochrome, ce qu'on appelle le diagnostic. On doit faire un diagnostic différentiel avec d'autres cas. On peut avoir une anémie microcytaire hypochrome dans les états inflammatoires, dans la bêta-thalassémie mineure, dans l'anémie sidéroblastique. C'est les trois diagnostics, c'est ces trois principaux diagnostics différentiels. L'anémie des états inflammatoires, le mécanisme, je vais vous parler du mécanisme, comme ça vous allez comprendre. Dans l'inflammation, les macrophages vont bouffer et consommer et séquestrer le fer circulant. Donc, l'anémie inflammatoire, donc quand il y a inflammation, elle va mimer un tableau d'une anémie ferriprive. Il n'y a pas du fer. D'accord? Donc on aura une anémie inflammatoire qui est microcytaire hypochrome. La différence, les protéines inflammatoires sont élevées. D'accord? Qu'est-ce qu'on a également? Le fer serré qui est bas, TIPC est augmenté, mais la ferritine, puisque c'est une protéine de l'inflammation, elle sera élevée. C'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter une ferritine quand il y a un syndrome inflammatoire, parce qu'elle va être fausse. Donc, elle va être normale ou augmentée. Donc, c'est ça là, parce qu'elle fait partie des protéines de l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'elle est augmentée dans l'anémie inflammatoire. On fait la différence entre les deux par le bilan inflammatoire qui est positif et par une ferritine qui est normale ou augmentée. Il y a un autre, c'est le coefficient de saturation. Dans l'anémie ferriprique, il est effondré parce que TIPC il est très élevé et le fer serré il est très bas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a une coefficient de saturation qui est A10, A6. Il est très effondré dans l'anémie ferriprique. Mais dans l'anémie inflammatoire, il est normal ou légèrement bas. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve une coefficient de saturation à 16, à 17, donc légèrement diminué. Parce qu'elle ne va pas consommer tout le fer. C'est pour ça. Donc, deuxième cas de figure, c'est bêta-thalassémie mineure. On a dit que la bêta-thalassémie mineure, le signe pathognomonique, c'est la pseudo-polyglobulie microcytaire. C'est une augmentation exclusive des globules rouges. Il y a une microcytose. C'est pour ça.
Donc, c'est une bêta. Si on n'a pas, il n'y a pas le bilan martial, il est normal, généralement, on n'a pas une anémie ou anémie modérée. Parce que c'est une bêta-thalassémie mineure, hétérozygote. On va voir ça en détail dans la bêta-thalassémie. Donc, c'est pour ça, ce qui caractérise les bêta-thalassémies, c'est la microcytose. Dans le bêta-thalassémie mineure, on trouve pseudopolyglobulé avec bilan martial qui est normal et il n'y a pas d'anémie. Donc, voilà. C'est facile à différencier. On va regarder les globules rouges. Dans l'anémie ferriprive, les globules rouges sont très diminués. Voilà, c'est la différence. Mais dans les bêta-thalassémies autres, hein, euh, l'anémie, elle n'est pas régénérative, elle est régénérative. C'est ça la différence. Dernier point, c'est l'anémie sidéroblastique. Vous demandez toujours c'est quoi un syndrome myélodysplasique. Malgré, donc, il ne faut pas trop vous encombrer avec ça parce que syndrome myélodysplasique ne fait pas partie d'abord de votre programme. Mais si on veut détailler syndrome myélodysplasique, c'est un diagnostic qui reste diagnostic d'exclusion. C'est un problème qualitatif de la moelle. Au bout d'un certain temps, donc la moelle, elle produit, elle produit, elle produit. Donc, je vais vous simplifier les choses. Elle va se fatiguer. Donc, il y aura des mutations. Donc, il y aura une mauvaise qualité des éléments figurés du sang. Donc, il y a une mauvaise hématopoïèse, mauvaise érythropoïèse, une mauvaise granulopoïèse. Elle peut toucher la lignée érythroblastique, donc on dit dysmie érythropoïèse. Elle peut toucher, et ça diffère, il y a plusieurs types de syndrome myélodysplasique. C'est un problème qualitatif de la moelle. D'accord? Parmi les anomalies, c'est l'anémie sidéroblastique, c'est-à-dire le fer il va être séquestré au niveau de l'érythroblaste, chose qui n'est pas normale. Donc, c'est un problème de qualité. Donc, les globules rouges ne se comportent pas normalement. Donc, le fer il va être séquestré. Il n'y a pas une bonne utilisation du fer, donc il va être mauvaise utilisation du fer, il va être séquestré au niveau du. Et pour mettre en évidence le fer, on fait des colorations comme la coloration de Perse qui va fixer le fer. On a dit MGG pour voir la cytologie, toute la cytologie. Grisile brillant pour mettre en évidence l'ADN qui est à l'intérieur des globules rouges. Bleu grisé brillant pour mettre en évidence les réticulocytes. Donc, et le bloc grisé-prion est spécifique des réticulocytes. Et PERS, il est spécifique du fer. Donc, si on fait, par exemple, une coloration du PERS, on fait une moelle. Par exemple, on traite le patient. Donc, il n'y a pas d'inflammation. Il n'y a pas d'inflammation. Si on fait une moelle, donc en cas d'anémie, ce n'est pas indiqué dans l'anémie fériprive, mais considéré pour. Mais si on fait une moelle dans l'anémie fériprive, qu'est-ce qu'on aura? Coloration de Perse sera négative. Donc il n'y a plus de fer dans les érythroblastes ni au niveau de la moelle. Si on fait une coloration de Perse sur l'anémie inflammatoire, le fer, le percelle va être fixé dans les macrophages parce qu'il a pris le fer, il a séquestré le fer. Dans l'anémie sidéroblastique, le fer, on va le retrouver dans les érythroblastes, ce qu'on appelle les rings sidéroblastiques. On va retrouver, on appelle ça anémie sidéroblastique. C'est les érythroblastes qui vont séquestrer du fer. Donc, il va être mauvaise utilisation du fer et c'est l'anémie sidéroblastique. C'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire, on a une anémie microcytaire hypochrome, on a un bilan, donc on a traité, donc on a un bilan martial qui est normal. Donc on a traité on a un bilan inflammatoire qui est normal. On a bilan martial qui est normal. On a même essayé de traiter le patient par du fer et ça n'a pas donné. Donc là, c'est un diagnostic d'exclusion. Il nous reste l'anémie sidéroblastique. On doit faire la moelle et faire la coloration, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, trois diagnostics différentiels de l'anémie microcytaire hypochrome, c'est l'anémie inflammatoire, bêta-thalassémie mineure, bêta-thalassémie et l'anémie sidéroblastique. Donc, pour faire la part des choses entre carentiel et l'inflammatoire, donc ferritine, elle est normale ou augmentée, et le coefficient de saturation, elle n'est pas elle est normale ou légèrement diminuée dans l'inflammatoire, elle est très diminuée dans la carence. Pour l'inflammation, elle est négative dans la carence et il y a des marqueurs inflammatoires dans l'inflammation. C'est des roblastiques, on a dit que c'est un diagnostic d'élimination, il faut faire la moelle, il faut faire la coloration de Perse. Si on n'a pas d'inflammation, on élimine l'anémie inflammatoire et on élimine l'anémie fériprive par le bilan et par le test thérapeutique, là, on est obligé de détecter et de faire la moelle.
Donc voilà l'algorithme plus simple. Donc on a une microcytose, on fait d'autres réticulocytes. Si elle est arégénérative, il y a trois causes principales, soit carence en fer, soit inflammation, soit sidéroblastique, et je vous ai montré comment on fait la différence. Si elle est régénérative, c'est surtout les syndromes thalassémiques qui donnent la microcytose. Donc, une fois on pose le diagnostic, on élimine les autres pathologies, éventuelles pathologies. Donc, on doit étiqueter. Donc, on a dit, on passe au diagnostic étiologique. On a bien expliqué, donc, on a détaillé la rupture du cycle du fer, donc soit un problème d'apport, ça c'est à retenir, les problèmes et les étiologies du carence en fer. C'est soit carence d'apport, ils ne mangent pas bien, ou bien augmentation des besoins, soit nourrissons sous régime lacto-farineux, donc ils sont pauvres en fer. C'est pour ça que l'éducation doit être précoce. La grossesse, parce que les besoins augmentent, la croissance, les besoins augmentent, les vieillards malnutris, il y a mauvaise absorption. Il y a les hémorragies, donc augmentent soit digestives, soit gynécologiques. Chez l'homme, c'est surtout les ulcères, les cancers, les hémorroïdes. C'est pour ça, chez un patient qui est normal ou une femme normale avec activité génitale normale, elle n'est pas avec activité génitale normale, activité génitale normale, avec, elle n'est pas enceinte, il y a pas, et il vient pour anémie ferriprive, il faut étiqueter, il faut rechercher un saignement occulte, donc on doit faire une fibroscopie. Si la fibroscopie elle est normale, il faut faire une coloscopie à la recherche d'un saignement. Parfois, on fait même, si on n'a rien, on fait de l'imagerie, de la radiologie à la recherche d'une tumeur, d'un saignement occulte. Donc voilà, il faut aller dans les détails de l'étiologie. Donc, soit schématiquement, c'est soit carence d'apport, soit augmentation des pertes, donc les hémorragies, soit malabsorption. Donc, il y a une maladie cœliaque, il y a une atrophie, donc il n'y a pas d'absorption, gastrectomie, diarrhée chronique, ou autres comme l'épistaxis, etc. Donc, ça, c'est les principales étiologies. On arrive au traitement. Donc, c'est quoi le but du traitement? C'est on corrige l'anémie d'abord. Donc, on a les trois étapes. On a diminution des réserves, épuisement des réserves et l'installation de l'anémie. Donc, on revient en arrière. Donc, on corrige l'anémie et on restaure les réserves. La première étape. Troisième étape, ensuite on corrige la première étape, c'est restaurer les réserves et surtout, traiter l'étiologie. L'anémie ferriprive, il vient pour anémie ferriprive, il n'y a pas de problème, vous corrigez, vous posez le diagnostic, il faut aller maxi. Donc jusqu'au bout, il faut rechercher pourquoi. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'au bout, vous allez traiter, vous allez corriger, vous allez remplir les citernes, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un trou, une brèche, ça va se donc il y aura dès l'arrêt du traitement, on aura notre épisode d'anémie. Donc on ne va pas régler le problème. Donc on doit chercher ce trou et cette brèche, il faut la colmater. Donc il faut rechercher l'étiologie et traiter l'étiologie. C'est pas, il n'y a pas mille, donc soit problème d'apport, soit perte excessive, soit problème d'absorption. Voilà. Pour le traitement, les méthodes et les armes, on a soit la transfusion. La transfusion, elle est vraiment rare, généralement inutile, parce que l'anémie, elle est bien tolérée. Ça, stade 1. Elle n'est indiquée que vraiment chez des sujets âgés, ou bien, c'est pour ça dans l'examen clinique, on recherche les signes d'intolérance. Si les patients cardiopathes, donc le cœur ne va pas supporter hémoglobine très basse, donc chez les patients qui vraiment présentent des signes d'intolérance, on va transfuser. Sinon, c'est le traitement par voie orale ou bien injectable. Par voie orale, c'est le fumarate fureux, 66 mg, c'est le fumarate, ou bien sulfarate fureux, donc c'est le tardiféran qui représente 80 mg. Donc, il faut calculer en fer métal. Les effets secondaires, il faut expliquer aux patients quels sont les effets. On donne un traitement, il faut expliquer le comment des choses et comment c'est, on donne 2 à 3 mg par kilo par jour. D'accord? Chez l'enfant, donc on augmente parce que les besoins sont plus importants. Donc, si à 10 mg, par exemple, un patient qui pèse 60 mg, 60 kg, donc on donne 180, généralement, on doit un comprimé 3 fois par jour pour chaque différent. Pour une meilleure tolérance, on donne au milieu des repas. Pour une meilleure absorption, c'est généralement ce qui est conseillé, c'est à distance des repas.
Mais pour meilleure tolérance, on donne au milieu des repas 3 fois par jour ou bien 2 fois par jour. Ça dépend le poids. Et on donne des éléments qui vont augmenter l'absorption, vitamine C. Et on conseille aux patients d'éviter ce qui va diminuer l'absorption, comme la consommation de thé. Et il faut prévenir le patient des effets secondaires, comme la coloration noirâtre des selles, l'intolérance digestive, les constipations, etc. Il y a la forme sérose ferrostram pour les enfants. Il y a la forme injectable vénofère indiquée que en cas de malabsorption, vraiment malabsorption très importante, ou bien une femme enceinte, elle va accoucher rapidement, donc on doit corriger rapidement dans le pénophère, préparation à une chirurgie, donc voilà, ou intolérance vraiment importante au fer par voie orale. Donc on donne injectable, vous allez, donc il y a une formule à calculer pour calculer le déficit et procéder au la durée du traitement, donc on a vu les formes, la posologie, comment donner la durée du traitement. Donc on donne 2 mois pour corriger l'anémie et 6 mois 4 mois pour rétablir les réservoirs. Donc le total c'est 6 mois. Ça c'est à retenir également. La surveillance, on surveille notre patient. On a dit que la moitié du déficit va être corrigée en 21 jours. Après 2 mois, normalement, on a correction de l'anémie. Et si on contrôle la vérité après 6 mois, elle sera corrigée. Voilà. Et essentiellement le traitement étiologique. S'il y a un problème, il faut une fibroscopie, coloscopie, adressée en gastro. S'il y a un problème gynécologique, il faut l'adresser en gynécologie à la recherche de bronchitis, etc., un cancer, etc. Donc voilà, recherche et enseignement occulte, etc. Traitement préventif chez les femmes enceintes et les donneurs de sang. Donc, au total, voilà l'anémie fériprive. Le fer, il est très important pour le corps. Pour poser le diagnostic, il y a des éléments d'orientation clinique et biologique. Il y a de confirmation. Ensuite, la stratégie thérapeutique, il faut traiter l'étiologie. On va finir par un cas clinique. Donc, on a une patiente âgée de 25 ans, mariée, mère de 2 enfants. Pourquoi on donne 8 et 3 ans pour voir est-ce que les grossesses sont rapprochées ou non. Parce que s'ils sont rapprochés, donc les besoins sont augmentés. Alors, épuiser les réserves. Donc voilà, c'est un élément d'orientation. Elle consulte pour asthénie paludoctalamicus. Asthénie paludoctalamicus, c'est un syndrome anémique. Très bien. Donc physiologiquement, elle est correctement vaccinée, mais à l'âge de 13 ans, il n'y a pas de problème. Cycle régulier, irrégulier. Donc ça, c'est un point important. Et avec hyperménorrhée. Donc ça, c'est le deuxième point qui est très important. Il n'y a pas de problème. Et alimentation, donc moyennement riche, elle n'est pas très riche. Donc il y a un problème d'apport, il y a un problème de saignement avec anémie. Donc anémie avec un problème d'hyperminorée et une alimentation qui est un petit peu pauvre. Le début de trouble, c'est 6 mois. Installation asthénie, donc le syndrome anémique. Donc l'installation, elle est progressive. Marquée asthénie, d'abord aux activités, donc elle est bien plus ou moins tolérée. Ensuite, elle nous a été orientée. Donc la patiente, elle est consciente, coopérante, absence de signes généraux. Les signes fonctionnels, c'est le syndrome anémique. Et on a les céphalées, vertiges, bourdonnement d'oreille, une asthénie profonde, une dyspnée déformante. Donc l'anémie, elle est mal tolérée. Donc vous voyez, il y a de l'asthénie profonde, il y a de dyspnée, donc elle est mal tolérée avec une tachycardie et une souffle systolique au foyer métral. Donc ça, c'est un signe d'anémie qui est sévère, mal tolérée. On a deux. On a le syndrome anémique avec pâleur intense et on a les signes de sidéropénie. On a des cheveux fins, secs, chute de cheveux. Donc voilà, et des angles striés longitudinalement, voilà, donc des angles striés, et on a une lampe des papiers, la glossite, elle est lisse et luisante. Donc, atrophie des muqueuses. Voilà. Donc, on a des signes de sidéropénie, on a un syndrome anémique mal toléré, on a un problème d'hyperménorrhée. Donc, ça nous oriente vers une carence en fer. Qu'est-ce que je demande? Un hémogramme en urgence. Si j'interprète cet hémogramme, donc on est un taux d'hémoglobine à 5000. Normal, taux de plaquettes 480 000, donc légèrement élevé, donc thrombocytose modérée, supérieure à 450 000. Hémoglobine à 6,1, anémie qui est sévère, avec VGM bas, donc microcytose, CCMH bas, donc 28 normalement, CCMH 29% donc basse, donc hypochromie. Donc
Je dis taux de globules blancs normal, thrombocytose modérée, limite supérieure, et anémie sévère, microcyte hypochrome, taux de rétique inférieur à 100 mm, A régénératif. Je confirme mes données sur le frottis. Il y a une anisocytose, donc c'est une différence de taille, avec une microcytose. Donc, il y a une microcytose qui est confirmée. Et l'hypochromie, c'est les annulocytes, c'est une anomalie de coloration. Donc, ça nous oriente à une anémie microcytaire hypochrome. Il n'y a pas de signe d'inflammation, il n'y a pas de maladie inflammatoire, il n'y a pas, donc c'est pas. Quelles sont les anémies microcytaires hypochromes? À régénératif, soit l'inflammation, soit fériprif, soit sidéroblastique. L'inflammation, il n'y a pas de signe d'inflammation, il n'y a pas de polyarthrite, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas des signes de chaleur, il n'y a pas de fièvre, etc. Sidéroblastique, elle est jeune, 25 ans, elle n'est pas très âgée. Il y a installation après. Donc, il y a des signes de sidéropénie. Donc, c'est une anémie fériprif. Je dois faire le bilan martial, le fer serré qui doit être bas, inférieur à 70, TIPC élevé, et coefficient de saturation très basse, inférieur à 16 et ferritine effondrée. Si on n'a pas les moyens, on fait un test thérapeutique, on donne 2 à 3 mg par kilo. On guette la crise, normalement, taux de réticule aussi supérieur à 120 000 au 7e à 14e jour. On confirme, on commence le traitement, on donne du tardivirant faire par voie orale. On adresse notre patient chez le gynécologue pour l'hyperménorrhée et on donne des conseils alimentaires pour notre patiente. Voilà, normalement, on va la surveiller, on va donner du traitement pendant 2 mois. Donc, la moitié déficit va être corrigée au 21 jours. Normalement, elle est à 6,5. Moitié de déficit, c'est 5,5. Donc, moitié de déficit, c'est pratiquement 3. Donc, normalement, elle sera à 3,5 au bout de 21 jours. Correction de l'anémie au bout de 2 mois. Je rajoute 4 mois pour rétablir les réserves et je traite l'étiologie. Merci pour votre attention et sahaf.com, sahaf.